All right, Jackson. You're on. Me? You're the linguist. Try to talk to him. Comme annoncé dans la première partie, voyons maintenant comment est traitée dans Stargate la rencontre entre Daniel Jackson, un linguiste spécialiste de l'écriture égyptienne, et le peuple d'Abydos parlant une langue inconnue qui s'avère être l'ancien égyptien. Et pour commencer, laissez-moi vous lire un extrait de ce qu'écrit l'égyptologue belge Jean Capart en 1946. Qu'arriverait-il si par miracle on ressuscitait une momie ? Les paroles qu'elle prononcerait auraient toute chance de n'être pas comprises, même par l'égyptologue le plus savant en philologie pharaonique. Et vraiment, celui-ci serait bien embarrassé de dire quelque chose à notre égyptien vivant. Ils se trouveraient l'un en face de l'autre, un peu comme des sourds, incapables de donner un sens aux sons prononcés. Mais ils auraient la ressource immédiate de recourir à l'écriture, et je crois qu'alors la communication pourrait être aisément rétablie. On peut dire ce qu'on veut des films de Roland Emmerich, mais j'ai rarement vu une telle exactitude scientifique dans un film à grand spectacle hollywoodien, et au service du scénario qui plus est. En effet, comme n'importe quel égyptologue, Daniel ne connaît que le système d'écriture égyptien et non la prononciation de cette langue disparue. Néanmoins, il identifie correctement le groupe linguistique auquel il a affaire. I can't make it out. Sounds familiar, a bit like Berber. Maybe Chadic or Amadic. Right, J-Mo? Daniel va donc naturellement avoir recours à l'écriture pour essayer de communiquer, ce qui va d'abord entraîner des tensions car l'écriture a été mise hors la loi par Ra, le tyran qui règne sur Abydos. C'est plus tard, lorsque Shaori l'emmène dans un ancien temple qui comporte des traces d'écriture, que la communication va pouvoir se faire. Et encore une fois, grâce au conseil de Stuart Smith, cette scène va être étonnamment réaliste. Tapharef? What? Tapharef. Nedjet? Nedjet? Neda. Neda. Tio. Teal. Teal. Cette courte scène n'a l'air de rien, mais elle est révélatrice du soin apporté à la langue dans Stargate. Analysons-la en détail. En montrant une représentation d'un esclave sur le mur, Daniel propose pour le décrire sa signification hiéroglyphique, qu'il prononce Nedjet. Même si la prononciation de l'égyptien nous est inconnue, les égyptologues ont mis au point une prononciation conventionnelle qui leur permet de vocaliser les hiéroglyphes à l'oral. Ces règles de prononciation, ils en sont bien conscients, n'ont rien à voir avec la manière dont on parlait au temps des pharaons et ne servent qu'à décrire les hiéroglyphes, c'est-à-dire la forme écrite de la langue. C'est pourquoi Daniel ne comprend pas la véritable langue et se contente d'utiliser cette prononciation conventionnelle qui n'a aucun sens pour les Abydosiens. Et il prononce donc Nedjet. Nedjet? Nedjet? Et c'est là que le miracle se produit. Reconnaissant le dessin sur le mur, Shaori comprend de quel mot il s'agit et lui répond. Neda. Ce mot, bien qu'inventé, comme tous les autres par Smith pour le film, s'appuie sur son travail de reconstruction du langage égyptien. Bien que les hiéroglyphes constituent une écriture phonétique, ils ne retranscrivent pas les voyelles. La plupart des égyptologues se contentent d'insérer le son « et » entre les consonnes, ce qui donne une prononciation complètement incorrecte et une langue qui sonne plat et sans vie. En se basant sur des mots égyptiens retranscrits dans d'autres langues antiques, comme le copte, l'akkadien ou le babylonien, Smith a pu recréer un égyptien tel qu'il était parlé dans les environs du Moyen Empire, en le modifiant un peu pour simuler une langue qui aurait évolué isolément pendant plusieurs millénaires. C'est pourquoi Nedjet devient Neda. Nedjet? Nedjet? Neda. Neda. Tio. Teal. Teal. Jackson désigne ensuite une représentation de divinité et demande, Netcher? Netcheru? ce à quoi Shaori répond Nate. Naturu. Nate? Naturu? Nafi. Dans le langage d'Abydos, on constate que les consonnes fortes ont tendance à s'affaiblir, comme dj qui devient d et tch qui devient t. Et que les consonnes faibles, comme les R finaux, ont tendance à disparaître, ce qui a aussi été observé avec l'égyptien. C'est pourquoi Nedjer, qui signifie Dieu, devient Nate, mais qu'au pluriel, Netcheru, le R se conserve car il n'est pas en fin de mot et devient Naturu. De même, Nefer, qui veut dire bien, bon, devient Nafi, perdant une fois de plus son R final. Sigoya? Nangamahi.
Thought you couldn't speak their language. Scared me. It's an ancient Egyptian dialect. I mean, like the rest of their culture, it's evolved completely independently, but once you know the vowels... Just answer the question. Well, I mean, I just had to learn how to pronounce it. I mean, it hasn't been a living spoken language in more than 1,000 years. Prenons un autre exemple dans une scène où, un peu plus tard, après avoir tué Horus, Jackson révèle l'imposture des faux dieux d'Abydos. Kasov. Yemiumae. Aturuti. Yemiumae. Alors, autant être clair, je n'ai pas le temps dans cette vidéo d'expliquer en détail comment fonctionne l'écriture hiéroglyphique. On va ici se contenter de traduire. Mais si ce sujet vous intéresse, et si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller regarder ma série de vidéos consacrée à la lecture des hiéroglyphes, où je me fais un peu de pub, ça mange pas de pain. Vous y apprendrez les bases de la lecture, on y parle aussi de translittération et de traduction, et il y a de nombreux exemples. Mais revenons à notre scène. Jackson prononce une phrase sous-titrée « Regardez vos dieux ». Voici la phrase en langue d'Abydos, telle qu'extraite du scénario original du film. Yemiumae. Aturuti. Voici maintenant sa transposition en hiéroglyphe et sa translittération. Il y a d'abord le groupe imi, qui est une forme verbale impérative qui signifie fait que. Attention que la prononciation imi n'est que conventionnelle. En réalité, elle traduit la présence de 3 consonnes, le son ye, le son me, puis encore le son ye. Smith a comblé les voyelles manquantes avec un i et un ou, ce qui donne yimiu. Ensuite, on a le verbe maa, qui signifie voir, regarder. Imi maa signifie donc regarde bien. La traduction anglaise est plus proche de l'original avec take a look. Pour finir, necheru, prononcé naturu, est le pluriel du mot Dieu, et ten est le pronom suffixe de la deuxième personne du pluriel, vos. On a donc bien, regardez bien, vos dieux. Voyons un autre exemple dans une scène qui implique Ra, qui s'est fait assez discret jusqu'ici. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir, la voix de Ra a été modifiée en post-prod. En fait, ça vaut la peine de parler rapidement de Jay Davidson qui interprète le dieu dans le film. Quelques années plus tôt, alors qu'il essayait de gagner sa vie comme styliste et qu'il manque cruellement d'argent, il accepte son premier rôle au cinéma dans The Crying Game de Neil Jordan. Il y joue le rôle de Dill, un personnage à l'identité sexuelle pour le moins ambiguë. Bien que sortant de nulle part, il est nominé cette année-là pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, chose inédite pour un premier film, et il est propulsé du jour au lendemain sur le devant de la scène. Séduit par son look androgyne, Emmerich lui propose le rôle du grand méchant dans Stargate, un choix assez osé, surtout à Hollywood. Davidson accepte pour un cachet d'$1 million, tranquille. Alors que l'intégralité de ses dialogues est en égyptien ancien, Davidson a le plus grand mal à retenir et à prononcer correctement ses lignes de texte. Emmerich finit par se résoudre à modifier sa voix en post-production pour cacher la misère, ce qui paradoxalement apporte beaucoup au personnage en lui donnant une aura surnaturelle et en l'empêchant de tomber dans le grotesque. Après, c'est une question de point de vue, on peut en discuter. Revenons à notre exemple. Cette phrase est composée de 3 parties. Ready, au sens large, signifie donner. Ici, il veut plutôt dire faire en sorte que, permettre. Wa signifie l'unique, le seul. Pour finir, on a le nom du dieu Ra, ce qui donne il ne peut y avoir qu'un seul Ra. Notons que le nom de Ra est composé de 2 consonnes, un R et un Aïn, une sorte de gargarisme. En ajoutant les voyelles I et OU, on obtient la prononciation Ryu, ce qui, selon Smith, correspond à la prononciation réelle de l'ancien empire égyptien. Je n'ai malheureusement pas le temps de traduire l'entièreté du film, je vous mets donc quelques extraits pour vous donner une idée. Bunny? Bunny way? Bunny way? What's that mean? I have no idea. C'est blue?
he's inviting us to go with him. شاوري شاوري يشتيخ بروي لواتو مناتورا. En plus de concevoir la langue et de coacher les acteurs, Stuart Smith a aussi composé tous les hiéroglyphes qu'on voit dans le film, en particulier la frise présente sur la dalle de couverture de la porte. Écrire un texte en hiéroglyphes est toujours une tâche risquée, même pour un égyptologue rompu à leur lecture. En effet, il est quasiment impossible d'imiter la plume des scribes les plus doués, qui n'hésitaient pas à entrelacer plusieurs niveaux de lecture et de nombreuses figures de style dans leurs textes, jouant sur la fonction phonétique et figurative d'un même signe. Néanmoins, Smith a réalisé un bon boulot sur le texte de la dalle. On pourrait le traduire entièrement, mais on va juste se concentrer sur la fin, les mots portent des étoiles. Un truc assez incroyable, c'est qu'en hiéroglyphe, les mots porte et étoile sont très semblables. Ils diffèrent visuellement, mais ils ont la même translittération phonétique, seba. Et c'est précisément ce genre de particularité qu'auraient pu rechercher les anciens scribes pour donner une tournure poétique à une expression importante. Et c'est vraiment incroyable quand on y pense, parce que ça fait du titre même du film une sorte de jeu de mots en hiéroglyphe. J'ai pas trouvé l'info là-dessus, donc je ne sais pas s'il s'agit d'une coïncidence et si le titre avait été trouvé par avance, ou si au contraire c'est bien cette particularité hiéroglyphique qui a donné son nom au film. Ça serait dingue. Il est maintenant temps de conclure. Même si j'estime que le scénario de Stargate fait preuve d'une grande intelligence dans son traitement de la langue, je ne dirais pas que c'est le meilleur film du monde, faut pas pousser. Mais tout de même, quand on voit à quel point les scénaristes de certains films historiques ne sont même pas capables d'ouvrir un bouquin et se gourrent sur la date de leur récit, c'est quand même malheureux de constater qu'un film de science-fiction est plus crédible scientifiquement. Mais comme je le disais, Stargate n'est bien sûr pas parfait. L'histoire d'amour est particulièrement forcée et cliché, et le film fait souvent preuve d'un militarisme primaire assez écœurant. Mais la nostalgie pour ce film de mon enfance me fait souvent relativiser ses écueils. En effet, dans les yeux de Chaori, Daniel est un envoyé des dieux, pas étonnant qu'elle soit un peu troublée. Quant à l'armée américaine, on constate qu'Emmerich l'utilise plus pour flatter l'ego de son public cible que pour faire avancer l'intrigue. Ils passent en effet la plupart de leur temps assis dans le sable avant de se faire capturer bêtement. C'est bien Daniel, un scientifique civil, qui va par ses révélations initier la révolte des esclaves qui va mener au happy end. Stargate, on peut le dire, est devenu au fil des années un film culte, qui a inspiré 4 séries totalisant 380 épisodes, bien moins inspiré d'un point de vue linguistique, il faut bien l'avouer. C'est dire la richesse de cet univers, preuve d'un scénario bien construit. Un grand film d'aventure qui aura retenu un adage qu'on voudrait bien plus souvent voir appliqué dans le cinéma de divertissement, c'est le scénario qui doit se plier à la vérité historique et non pas le contraire. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ces 2 vidéos, en espérant qu'elles vous auront donné envie de voir ou revoir Stargate avec un nouveau regard. On se retrouve très vite pour la suite, à bientôt.